Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons l'avocat Ousmane Seye. Il est le secrétaire général du parti Front républicain Jàmmu Askan Wi, vice-président également du Haut Conseil des collectivités territoriales. Bonsoir maître. Bonsoir Antoine. Alors, nous allons faire une fausse ouverture, ce qui se passe au Parti socialiste. 9 militants qui sont entre les mains de la justice. Un commentaire. Merci Antoine. Vous me permettrez avant tout de souhaiter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année à l'ensemble du personnel de la TFM, à son président directeur général, M. Youssou Ndour, à l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et à l'ensemble du peuple sénégalais. Très bien. Voilà. Ce qui se passe au Parti socialiste, je crois que c'est dans le domaine de la justice. Je crois qu'il y a des faits qui ont été qualifiés de crimes ou de délits. Et aujourd'hui, ces faits ont été portés à la connaissance de la justice. Il n'y a rien de politicien dans ça. Ah non, je crois que quand même, ce n'est pas de la haute politique. Malheureusement, peut-être c'est de la politique politicienne, parce que je ne peux pas me prononcer quand même sur ces faits-là, parce que ces faits sont portés à la connaissance de la justice. Mais je crois que la politique, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'invective et ce n'est pas l'injure. Et je crois que c'est une occasion pour la justice d'essayer d'assainir un peu les milieux politiques. Très bien. Cela dit, l'Assemblée nationale fait débat aujourd'hui avec l'augmentation du nombre de députés. De 150, on est passé à 165. L'opposition parle d'absence de concertation sur cette question. N'a-t-elle pas raison quelque part? Absolument pas. Pourquoi? D'abord, Antoine, il faut préciser que l'affectation de députés à la diaspora est une décision du peuple sénégalais. Oui, on peut être d'accord sur ça. Du référendum. Oui. Maintenant, le nombre et les modalités d'affectation, c'était à la loi, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, à l'exécutif, notamment le président de la République, de procéder à l'affectation et aux modalités d'affectation de ce nombre de députés à la diaspora. Oui. Ce problème a fait l'objet de débats, de concertation au niveau de la commission de revue du code électoral. Le nombre a fait l'objet de concertation. Bien sûr, parce que à Pourquoi ce niveau, alors l'opposition dit qu'il n'y a pas de concertation? C'est ça, il y a eu bel et bien concertation. Parce que concertation ne veut pas dire unanimité. On en a discuté. Et l'opposition avait dit qu'il faut maintenir les 150 députés. Mais les 150 députés... Et vous aviez dit quoi? Ou est-ce qu'on va prélever le nombre de députés, soit sur la liste majoritaire, oui, ou bien sur la liste proportionnelle. Et vous savez que la liste majoritaire, le nombre de députés par département est déterminé par la loi, en fonction du nombre d'habitants. Et aujourd'hui, on ne peut pas toucher à la liste majoritaire pour augmenter ou diminuer des députés sur la liste majoritaire. Donc, c'est ce nombre de députés, 10, 15, 5, 20, devait normalement être prélevé sur la liste proportionnelle. Et l'opposition n'est pas d'accord. Et pour cause, l'opposition a raison. Parce que souvent, l'opposition a des députés sur la base de la liste proportionnelle. Tout à fait. Donc, on n'était pas d'accord. Le débat a été posé, a fait l'objet de concertation, et on a demandé au président de la République d'arbitrer. C'est le règlement quand même. Il a arbitré, mais il n'avait pas quand même fixé le nombre. Parce que vous savez que après, le président de la République a reçu quand même l'opposition au Sénégal. Et ce débat a été posé. Le président de la République était d'accord sur le principe des 150 députés, en disant que les députés seront fixés à 150. Maintenant, comment affecter le nombre de députés à la diaspora? Soit sur la proportionnelle, soit sur la majoritaire. Et le président est revenu sur la question en disant qu'il n'était pas question de prélever ce nombre de députés sur la liste proportionnelle. Par conséquent, il faut augmenter le nombre. Oui. Donc, par contre, il faut augmenter le nombre. Et le président a demandé quand même à l'opposition de lui faire une proposition sur le nombre des députés et sur les modalités de prélèvement des députés sur la liste majoritaire ou bien sur la liste proportionnelle. L'opposition n'a jamais répondu. Jusque-là. Jusque-là. Donc, et il y avait urgence à saisir l'Assemblée nationale qui devait voter la loi, comme je l'ai dit. Oui. Et le président s'est concerté. Mais en dernier ressort, c'est à lui de prendre les décisions. Oui, comme l'opposition ne lui a pas fait une proposition, le président de la République a tranché. Il a porté le nombre des députés à 165 pour 8 départements à l'extérieur. Et il y a eu quand même des raisons que je vais vous expliquer. Oui. Il a tranché en faisant ce qu'il arrange. Non, ce n'est pas ce qui l'arrange, c'est ce qui arrange le Sénégal. Pourquoi? Parce que, vous savez,
qu'il y a 3 500 000 Sénégalais recensés à l'extérieur. Ces 3 500 000 Sénégalais recensés à l'extérieur participent pour 1000 milliards de francs CFA sur le budget national. 1000 milliards de francs CFA, un budget, le tiers. Ce qu'ils envoient en cas tourne autour de ça. C'est ça, donc participent à l'économie du pays. Ce sont des Sénégalais encore. Et je crois qu'il est normal que la voix de ces Sénégalais soit entendue au niveau du Parlement. Que les réalités que vivent ces Sénégalais à l'extérieur, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, portées à l'Assemblée nationale. Soit portées à l'Assemblée nationale, qui peut légiférer sur certaines situations que vivent les Sénégalais de l'extérieur. On est d'accord sur ça. Mais de façon globale, le constat qu'on a fait, maître, sur cette question qui est majeure, sur le référendum, sur le HCCT, il n'y a pas réellement de consensus entre le pouvoir et l'opposition. Pas de consensus également par rapport au processus électoral. Vous ne pouvez pas dire... Quelque part, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous savez, il doit y avoir un consensus sur des problèmes majeurs. C'est des problèmes majeurs, c'est des problèmes majeurs. Oui. C'est toujours moi ce que je souhaite. L'essentiel maintenant, c'est qu'il y ait concertation. Et je crois que le président ne s'est pas prononcé ou bien n'a pas pris de décision sur des questions majeures d'intérêt national sans pour autant se concerter avec l'opposition, avec l'opinion. On parle de simulacre de concertation par ailleurs. Mais ce n'est pas de simulacre. Le président a convoqué ici toutes les couches sociales, dont l'opposition, le 28 mai, à un dialogue national. Sur le processus électoral, on a mis des commissions. La commission de revue du code électoral. La majorité présidentielle est représentée, l'opposition est représentée, les non-alignés sont représentés. Toutes les questions aujourd'hui évoquées et qui font l'objet du processus électoral ont été discutées au niveau de ces instances. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions consensuelles ou il n'y a pas de solutions consensuelles? Ce n'est pas là le problème. Mais quand même, on ne peut pas dire que le président de la République ne se concerte. Qu'il n'y a pas de concertation. D'accord, il y a concertation mais pas consensus. Alors, parlons maintenant de la tenue des élections législatives, le 2 juillet. Certains qui ont une spécialisation bien précise dans ce domaine, la matière électorale, disent que ça va être une violation du code électoral. Mais pourquoi? Par rapport à ce que définit bien le code électoral. Non, ce que la Constitution dit, c'est que la législature parlementaire dure 5 ans. Le mandat des parlementaires dure 5 ans. Et que les nouveaux parlementaires prennent fonction à leur élection. Quand il y a élection, c'est la date d'élection qui marque le début de la législature. C'est ça. Mais il n'y a pas de date fixe, précise, dans le code électoral, ou bien dans la Constitution, ou dans quelque loi que ce soit pour dire que les élections législatives doivent se tenir à telle date précise. Ça veut dire qu'on peut les tenir même au mois d'août. Oui, même, ça peut arriver. Même à la fin du mois de juillet. Je donne un exemple. Oui, même à la fin du mois de juillet. Parce que je crois que c'est toléré. Ce n'est pas illégal. Parce que on avait retenu la date du 2 juillet. C'est le président de la République même qui l'avait proposé à l'opposition quand il les recevait. Et il n'y avait pas de contestation. Il n'y avait pas de contestation. Mais après, vous savez qu'il y a eu des accords. 11 points d'accord entre l'opposition et la majorité. Et ces points d'accord devaient faire l'objet d'une mise en œuvre, dont certaines lois devaient être votées par l'Assemblée nationale. Et le vote de ces lois entraîne des modifications sur le code électoral et touche certains délais. Et de ce fait, on ne pouvait plus maintenir le 2 juillet à cause des conséquences de ces lois votées à l'Assemblée nationale. On va vers un report, non? Comme le dit l'opposition. Effectivement. Et on s'est rendu compte. Vous confirmez qu'on va vers un report? On va vers un report, je le confirme. Et le deuxième facteur, c'est que si l'on maintient la date du 2 juillet, la campagne électorale va se dérouler pendant 15 jours durant le mois de Ramadan. Reporter jusqu'à quand? Ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas confortable. Reporter jusqu'à quand? Mais je ne sais pas, c'est avant le 2 juillet ou bien après le 2 juillet. Très bien. Vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Nouvel Horizon révèle aujourd'hui que Moustapha Niasse sera tête de liste, Aminata Touré directrice de campagne. De bons choix fait par le président Macky Sall? D'abord, c'est une révélation d'un journal. Ça vous paraît correct? Je n'ai pas la confirmation. Moi, ce qui me paraît correct, c'est qu'il s'agit d'investiture, c'est qu'il s'agit de campagne électorale. Les deux personnalités que vous venez de citer, Moustapha Niasse a dirigé la liste Benno Bokk Yakaar
et a gagné les élections. Madame Aminata Touré a été directrice de campagne du président de la République et le président de la République a gagné les élections. Oui. Et on ne peut pas changer des une équipe qui gagne. Bon, mais, il faut les maintenir. Mais je n'ai pas d'avis sur ça. Très bien. Je dis simplement que c'est des personnalités qui ont eu à occuper ces postes, mais d'une manière victorieuse. Très bien. Maintenant, il faut attendre le moment des investitures pour que le président de la République et Benno Bokk Yakaar se prononcent sur ces questions. Vous êtes à la tête d'une coalition différente de Benno Bokk Yakaar. Vous irez sous la bannière de votre coalition. Ma coalition n'est pas différente. C'est une coalition, c'est une sous-coalition de Benno Bokk Yakaar. Très bien, c'est clair. La coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal est une sous-coalition de Benno Bokk Yakaar. Comme Macky 2012. Fait partie intégrante de Benno Bokk Yakaar. Oui. Le principe, c'est qu'on aille aux élections avec Benno Bokk Yakaar, aux élections législatives. Oui. Le principe, c'est que le président de la République est notre candidat à l'élection présidentielle de 2019. C'est bien clair. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai fait un communiqué, avec la CPE Taxawu Sénégal a fait un communiqué pour dire qu'on va en séminaire en fin janvier pour en tout cas étudier les modalités d'aller aux élections législatives avec Benno Bokk Yakaar. Vous êtes vice-président du HCCT. Comment ça se passe en ce moment? Très bien. Vous savez, je le rappelle, le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution consultative. Oui. Il est très normal que la démarche interne du Haut Conseil soit une démarche consensuelle et concertée. Et depuis son installation, heureusement, avec le président Ousmane Tanor Dieng, cette démarche est entreprise au niveau du Haut Conseil des collectivités. C'est la concertation. Toutes les décisions qui ont été prises, oui, ce sont des décisions qui ont été prises à l'unanimité, par consensus et avec la concertation. Comme ça se passe au Conseil économique et social, d'ailleurs. Oui, parce que différent un peu de l'Assemblée nationale où il y a beaucoup de tensions. C'est différent parce que l'Assemblée nationale est plus éminemment politique. Alors, or que le Conseil, le Haut Conseil, quand même, est une institution de la République, oui, qui est au-dessus de la politique, qui est chargée de conseiller le président de la République. Donc, les décisions qui sont issues, les recommandations et les rapports doivent faire l'objet de consensus. Au Conseil des collectivités territoriales, Assemblée nationale, Conseil économique, social et environnemental, est-ce que Macky Sall n'est pas en train de faire, comme ses prédécesseurs, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, créer des institutions, encore des institutions? Mais un pays comme le Sénégal qui a opté pour la démocratie participative, oui, doit être doté d'institutions fortes. Et j'entends souvent certaines personnes dire que c'est des institutions budgétivores. Je vais donner un exemple. L'Assemblée nationale, son budget ne fait pas 7 milliards pour un budget national de 3 600 milliards de francs CFA. Le HCP, c'est 6 milliards. Oui. Les députés, les 15 députés à l'Assemblée ne vont pas coûter plus de 20 millions par mois quand même à l'État du Sénégal. Nous sommes un pays certes pauvre, mais nous ne sommes pas misérables. Et nous avons besoin d'institutions fortes parce que nous sommes un pays démocratique cité dans le monde entier. Terminons avec la Gambie, Maître Ousmane Seye. Oui. L'option militaire se précise de plus en plus. Bon, vous savez, Antoine, je dois rappeler que j'entends beaucoup de choses autour de cette question. Autour de cette question, oui. Cheikh Yaya Jammeh est allé aux élections. Il a été battu. Il faut préciser que l'organe compétent pour se prononcer sur les élections, pour proclamer les résultats en Gambie, c'est la commission électorale indépendante. Oui. Cette commission a proclamé les résultats, a dit que c'est Adama Barrow qui a gagné. Très bien. M. Yaya Jammeh lui-même, publiquement, devant l'opinion nationale et internationale, a reconnu sa défaite. Oui. En droit, c'est ce que l'on appelle l'acquiescement. C'est-à-dire qu'il a mis fin au litige, au contentieux, oui, pour deux facteurs. Un, l'organe compétent pour proclamer les résultats s'est prononcé. Lui-même, il l'a reconnu publiquement sur le plan national comme sur le plan international. Donc, il a mis fin au contentieux. Donc, le recours à la Cour suprême est irrecevable. Ça, il faut le dire, c'est net. Maintenant, il faut que la volonté populaire de la Gambie, du peuple gambien soit respectée. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, n'a pris aucune décision individuelle. Ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire, c'est d'actionner la CEDEAO et le Conseil de sécurité, il l'a fait. Mais toutes les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et le Sénégal étant partie de la communauté internationale, de la CEDEAO, ne fait qu'appliquer, exécuter toutes les décisions. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Le Nigeria ne veut pas d'une intervention militaire. Mais Antoine, personne ne veut d'une intervention militaire. Et finalement, comment on le dise ou non, à quitter le mais pouvoir? Ce qui est sûr et certain, parce que ce serait un précédent dangereux de laisser quand même Yaya Jammeh au pouvoir. Ce sera contre la volonté populaire. Et ce serait un précédent dangereux au plan national comme au plan international. Mais il faut dire que la communauté internationale
et la CEDEAO sauront bien prendre les décisions idoines nécessaires pour que la volonté populaire du peuple gambien soit respectée, et je m'en tiens là. Très bien. Maître Ousmane Seye, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Front républicain, mais également vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Mahamoudou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.